les labels, sur l'union vers la labellisation avec plusieurs acteurs, la FPC, la Norme, le syndicat du chanvre et l'union des professionnels du CBD. Je vais donc laisser la parole aux intervenants pour nous parler de ce label. Bonjour à vous, Livio Cola-Volpe, responsable du label pour le moment. Et en fait, on va vous expliquer comment on a mis en place ce label qui va vous permettre en fait, de comprendre la valeur d'un produit. Je vais vous donner un exemple qui est très simple. Maintenant, sur le marché, si on regarde plus ou moins tout le monde est le numéro 1. Tout le monde a le meilleur produit, mais en même temps, on ne sait pas qui est vraiment vrai ou pas. Donc la meilleure chose, ça va être justement de pouvoir prouver cette chose-là. Mais c'est ce qu'on a pu faire et c'est ce qu'on a réussi à unir. Donc quand on parle de l'union pour la labellisation, mais en fait, on a réussi à unir tout le monde. SPC, UPCBD, l'AFPC et Normel, qui ont décidé de valider un label qui va devenir le premier label réel. Et en même temps, la chose qui est super importante, c'est que ce n'est pas juste un label qui est validé par eux, c'est un label où ces 4 associations vont travailler à l'intérieur du label pour valider chaque acteur. Donc ça veut vraiment dire que c'est toutes les personnes de chaque association qui vont valider si tel produit ou tel produit vaut telle valeur. C'est ça qui est important. On est sur un marché où si on analyse maintenant, n'importe quelle personne qui va dans n'importe quel produit, qui va dans n'importe quelle boutique, il va vouloir acheter un produit. Mais la première chose qu'on doit comprendre, c'est qu'un produit, si on le prend pour notre bien-être, le problème, c'est que la plante de chanvre, c'est une éponge. C'est la plus grande éponge terrestre. Si on doit récupérer comme des extractions ou quoi que ce soit et qu'on doit le redonner à un corps et que ce corps a besoin, lié à une pathologie auto-immune ou neurodégénératrice, et donc n'a pas besoin d'avoir de métaux lourds ou de solvants ou de pesticides à l'intérieur de son produit, eh ben, on a besoin que ce produit-là soit certifié. Et donc pour le certifier, c'est ce principe qu'on a généré tous ensemble. On va pouvoir prouver en fait une traçabilité complète d'un producteur. D'accord? Super, merci, désolé, j'avais le micro un petit peu trop bas. Donc, on va vous expliquer la base de ce label. Donc, c'est un label qui va se mettre en 2 parties, 2 catégories. Il va y avoir la catégorie des fleurs et des résines. En dessous de cette catégorie-là, vous allez avoir 3 niveaux de label. Vous allez avoir le label qui va être la certification biologique, en fait, qui va pouvoir prouver qu'un produit est 100% écocert, responsable et en même temps qui sera 100% propre. Il y aura un deuxième label en dessous de celui-là, qui sera un label qui sera d'une manière raisonnée. Donc on va essayer de travailler le plus proprement possible, qui va rester sur une valorisation d'un produit. Et après, il y aura un 3e label qui sera surtout fait aussi un peu moins. Donc on va vraiment catégoriser ce qui va donner réellement en fait une valeur à un produit. Pourquoi doit-on acheter une fleur de CBD à 50 centimes le gramme? Si on se pose tous la question, c'est pas possible. Si on doit avoir un produit qui a une certaine valeur et acheter une fleur de CBD qui vaut 50 centimes le gramme par rapport à une boutique, c'est qu'il y a un problème. C'est justement qu'en fait, toute cette traçabilité, ce contrôle-là, il est 100% néant. On peut même parler de brokers ou d'autres choses comme ça. On parle de produits qui peuvent aller sur qui peuvent être générés dans d'autres pays ou dans d'autres continents et qui sont ramenés dans nos pays. Et après, on nous dit, bah, ce produit, il vaut ça, mais c'est que du blabla derrière. On n'a pas de valeur. C'est juste, pour le moment, en fait, c'est ça le problème. Tous les acteurs qui sont ici parlent beaucoup, mais ne prouvent rien. Et là, justement, on a trouvé une solution. La solution, c'est un contrôle sanitaire et un contrôle qualité dont les 4 acteurs qui sont là vont pouvoir vous parler, vous expliquer de leur point de vue sur ce contrôle interne et qui va, en espérant, nous on croise les doigts, hein, je l'annonce officiellement, il faut savoir que ce label a été signé là aujourd'hui, voilà, c'est fait, c'est validé par les 4. Donc ça devient le premier label officiel. Maintenant, ce label officiel, son travail, ça va être que toutes les boutiques, que tous les revendeurs se mettent réellement à acheter que des produits de ce label. Pour quelle raison? Acheter des produits qui n'ont aucune labellisation n'aura aucune valeur. C'est tout. Si tout d'un coup, il y a plein de personnes qui nous racontent des histoires et qui nous envoient des analyses, il suffit de leur dire « Mais pourquoi vous n'êtes pas labellisé ?» Pourtant, le label ne va pas coûter spécialement cher. Donc c'est ça la question qu'on s'est tous posée et que chacun va vous expliquer leurs opinions. Voilà. On va passer la main à la partie SPC.
Oui, bonjour. Merci infiniment pour la présentation. Et c'est vrai que c'est quand même une première, le fait de pouvoir se réunir comme ça, avec des acteurs aussi importants. Et je vous en remercie tous infiniment. Donc moi, je m'appelle Xavier Saïz, je suis le secrétaire du SPC et je porte la solution Cana Tracking. L'idée, c'est quoi? C'est qu'effectivement, le client, demain, il a besoin de savoir en toute transparence ce qu'il achète. S'il achète de la merde, admettons, il a besoin d'être quand même au courant. Et s'il achète de la qualité, c'est pareil. Aujourd'hui, pour pouvoir vraiment mettre en avant la filière française d'excellence, on est obligé d'avoir une traçabilité très importante. Et ce qui s'est passé, c'est que l'année dernière notamment, il y a eu des problématiques de falsification d'analyse, alors qu'on a quand même 20 ans de retard en fait sur les États-Unis et le Canada, et c'est quid de comment on peut faire, si vous voulez, pour pouvoir avancer le plus rapidement possible. Cana Tracking, on a mis une solution en place avec le SPC l'année dernière afin de rendre les analyses infalsifiables avec la blockchain. Au même titre qu'on a monté une supply chain sur le cannabis via la blockchain publique, tout en y intégrant en fait de l'intelligence artificielle. L'idée, c'est quoi? C'est tout simplement en fait pouvoir rentrer dans une démarche QHSE de haute qualité, de pouvoir maîtriser la sécurité, l'environnement, de bout à bout de la chaîne de traçabilité. Donc ça va aller de la graine jusqu'au produit final. L'idée, c'est quoi? C'est que de manière réglementaire, on puisse apporter des solutions effectives et on pourra s'adapter en fait à chaque particularité réglementaire. Et le client final en fait pourra avoir tout simplement une visibilité en fait comme sur un grand journal ouvert où là il pourra identifier exactement d'où vient la semence, à quel moment ça a été produit, quel traitement a été fait. Et tout est validé avec la blockchain, donc c'est une transparence en fait totale pour pouvoir faire accélérer la cause. C'est un système qu'on va mettre à disposition en fait de tous les syndicats pour pouvoir vraiment avancer. Voilà, je vous remercie. J'en ai un, merci. Je me présente, je vous ai déjà vu hier, on a déjà parlé du label, je suis Mathieu Berceau, le délégué général de l'UPCBD. Je vais un petit peu diluer ce qui vient d'être dit parce que les solutions sont top. Bon, moi, j'irai pas dans le sens à dire tout le monde, faut que tout le monde achète le label, sinon tout le monde achèterait du bio et le bio serait obligatoire. Donc je dirais que dans toute filière, il faut une éducation, comme on en parlait hier, et l'éducation, elle passe par une réflexion, du traçage, de la labellisation et une normalisation. Donc voilà, la labellisation, c'est quelque chose qui va prendre du temps, ça va être un éducatif. Je ne dirais pas que je serais moins virulent en disant qu'ici, il y en a beaucoup qui parlent sans faire. Je dirais qu'ici, il y en a beaucoup qui parlent sans savoir et qu'on est là pour leur apprendre quelque chose, on est là pour leur transmettre nos expériences et surtout transmettre nos compétences. Ça, c'est pour moi, l'utilité du label premier, ça va être d'informer les consommateurs, parce qu'on est là pour les consommateurs, comme je le disais hier. Donc ça va être quelque chose qui va dire, ça c'est labellisé, ça l'est pas. Qu'est-ce qui rentre dans l'idée du label, qu'est-ce qui n'y rentre pas? On a des exemples avec le bio, avec le Déméter, qui ont été mis en place au démarrage par des entreprises qui après ont été reprises par l'État. Mais en soi, tout le monde n'est pas bio ou tout le monde n'est pas Déméter et ça ne veut pas forcément dire qu'on fait de la merde. Il faut aussi diluer un petit peu ces affirmations. Voilà, c'est quelque chose qu'on essaye de mettre en place tous ensemble avec différentes solutions, un travail vraiment de réflexion et de fond. On espère réussir à sortir quelque chose assez rapidement avec plusieurs personnes, que ce soit au niveau français, au niveau européen, puisqu'il y a de l'excellence française, il y a de l'excellence européenne, il y a de l'excellence internationale, quand on pourra le voir plus tard en espérant. Voilà, il faut aussi se rappeler qu'on est dans un pays de mondialisation. La mondialisation, ça veut dire ce que ça veut dire. Aujourd'hui, la France est un pays distributeur de cannabis. On n'est pas encore producteur d'excellence. On tend à y devenir. Voilà, en tout cas, on y travaille et c'est pour ça qu'on met tout ça en place. Pouvoir importer des savoir-faire étrangers, exporter et donner un maximum de compétences à un maximum de producteurs. Merci Mathieu. Oui, bonjour à tous. Donc, Hugo Besnay-Prolonge, chargé d'affaires publiques pour l'Association française des producteurs de cannabinoïdes. Alors, pour certains d'entre vous qui nous avaient déjà suivis en conférence hier, nous avions parlé pour le futur de la filière française et pour tous ces acteurs, quel que soit leur niveau d'action, qu'ils soient détaillants, agriculteurs, que sont nos adhérents, c'est qu'il y a aujourd'hui et pour le futur un impératif de qualité. Ce n'est pas un souhait, ce n'est pas une marotte, je dirais. C'est véritablement un impératif pour le futur de la filière, puisque c'est avec ça que nous allons pouvoir être compétitifs sur le marché par rapport à nos concurrents, qu'ils soient européens ou même extra-européens. Et c'est particulièrement vrai pour les agriculteurs et leur production. Alors, ce label est justement un moyen de mettre en avant ces bonnes pratiques, qu'elles soient de l'ordre de l'agricole ou même du sanitaire. C'est pour ça que nous travaillons en collaboration avec Normel France, qui représente ici les usagers, là où
la FPC, le SPC et l'UPCBD représentent les professionnels, puisque quand on regarde ce qui est intéressant, si on peut regarder dans les différents types de labels, et ce pour toute catégorie de produits, ceux qui ont vraiment fonctionné, ceux qui apportent une véritable plus-value aux professionnels et à la filière, pas seulement un logo que vous pouvez mettre sur vos produits, eh bien, c'est ceux qui ont pris en compte les problématiques et les revendications propres aux usagers et aux associations de consommateurs. C'est pourquoi nous travaillons dans ce cadre, on va dire, un peu plus élargi que simplement les organisations professionnelles. Donc c'est dans ce cadre transverse que la FPC et les autres nous permettons de construire en ce moment, puisque ce label reste en cours d'élaboration. Effectivement, tout est loin d'être figé dans le marbre. Nous devons faire un gros travail de réflexion et par la suite, il y aura un travail d'éducation à faire, de communication autour des dispositions de ce label. Mais tout ça, nous devons le réaliser actuellement en France, parce que c'est à ce prix, à cette condition, que nous pourrons véritablement avoir des produits de qualité qui soient à la fois bons pour la filière et bons pour les consommateurs. Oui, bonjour. Je suis donc Émilie Boyer, donc avocate pour l'association Normes France, donc qui est pour la légalisation du cannabis. Donc je suis déjà intervenue hier pour le volet réglementation, qui est les deux volets de l'association. La réglementation qui est d'ailleurs assez grise, mais parallèlement à cette réglementation, il y a également l'autre aspect du travail de normes qui est davantage méconnu, c'est celui de la réduction des risques pour les usagers, afin de permettre à ces derniers de consommer donc le CBD dans les meilleures conditions possibles, que ce soit à travers la promotion de la vaporisation ou alors le travail sur la qualité du produit en question. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le principal avantage donc, de ce label, donc je vais être bref puisque je vais répéter tout ce qui a été dit précédemment, mais il faut, à mon avis, récompenser les bonnes pratiques, récompenser les producteurs qui jouent le jeu, du bio, du local, qui jouent le jeu de fleurs qui ne sont pas washées, puisque le taux de 0,3 qui a été mis en place fait que il y a certains pourcentages de fleurs qui ne sont pas possibles. Des fleurs de CBD à 20% avec un taux de 0,3, ce n'est pas possible. Les gens ne le savent pas. L'avantage, c'est de faire sous ce double travail de récompenser les bonnes pratiques, d'informer le public, afin de permettre que les gens qui se tournent vers le CBD, parfois pour des raisons thérapeutiques ou parfois pour des raisons de bien-être, ne se retrouvent pas à consommer un produit qui est nocif pour leur santé sans être au courant. Ceux qui veulent consommer plus tard des fleurs ou des produits de CBD de mauvaise qualité le feront en toute connaissance, puisque grâce à ce label, ils seront informés non seulement du degré de bonnes pratiques qui sont faites, mais également de la présence ou l'absence de ces pratiques, si la personne adhère ou non à ces labels. Alors, on va continuer un petit peu plus pour vous donner une explication globale. J'avais commencé à vous expliquer qu'il allait y avoir deux catégories, en fait, donc je ne l'avais pas fini. Donc, il y aura la catégorie des fleurs et des résines et la catégorie des produits en fait, qui viennent d'extraction. On ne va pas labelliser en fait, les produits à base d'isolate, car en fait, le but de ce label sera la valorisation de la plante et non un produit isolé. Donc, on n'est pas là justement pour faire cette chose qui n'est pas quelque chose qui n'a pas de valeur en fait. C'est ce qu'on veut vraiment faire comprendre aux gens. Travailler sur cette valorisation, donc on aura plusieurs catégories. Mais la chose qui est super importante, c'est de donner une éducation en même temps autant à notre public qu'aussi aux vendeurs. On va dire que les boutiques de CBD achètent n'importe quoi à n'importe qui en pensant que c'est toujours des produits qualitatifs parce qu'on leur a dit ou qu'on leur a donné des analyses. Mais ces analyses, qui c'est qui les a faites, comment si elles sont vérifiées ou quoi que ce soit. Avec ce système, en fait, on va pouvoir avoir quelque chose de réel qui sera vraiment validé en fait, par les quatre. Et en même temps, derrière, cette chose-là, toutes les analyses et toutes les traçabilités seront visibles publiquement. Je donne un exemple. En fait, par exemple, on a fait le premier essai qui est sur le premier site. Vous aurez 6 sites qui seront différents. Comme ça, ça va donner beaucoup plus de backlinks pour prouver la pertinence du label d'une manière sur les recherches Google. Comme ça, les gens, quand ils taperont CBD, ils vont souvent beaucoup plus rapidement tomber sur la partie label, sur la partie backlink. Et quand on regarde les produits, en fait, chaque produit aura une licence. Chaque licence sera sur n'importe quelle boîte ou packaging, il y aura un QR code. Le QR code, le client ou la boutique de CBD qui va vouloir regarder, il cliquera dessus avec son QR code. Il arrivera sur la fiche produit et la validation label interne.
avec la traçabilité complète. On parle d'analyse chromatographique, pesticides, métaux lourds, solvants ou autres types d'analyse selon le critère du label dont la personne en fait partie. Voilà. Alors moi, j'ai quelque chose à vous demander qui n'a pas été fait depuis tout à l'heure en fait sur les autres choses. Est-ce que vous, en tant que personne, consommateur ou professionnel, est-ce que vous avez des questions sur ce label? Il y a un blanc là. Pas pour le moment, pas de questions? Est-ce que tout vous semble clair? Allons-y. Est-ce qu'en tant que producteur étranger, on aura accès à ce label? Ou est-ce que c'est 100% français? Alors, ça, c'est une question qu'on n'a pas vraiment discutée encore parce qu'on est au début de quelque chose, Clara. Mais franchement, à mon avis et à l'avis de tout le monde, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites à l'étranger et qui sont très qualitatives. Encore une fois, j'essaye de diluer un petit peu le discours d'Olivio qui est vraiment sur la qualité 100% et je respecte à fond ça. Mais il y a vraiment des choses qui se font très bien aussi à l'étranger et tout. Aujourd'hui, on voit beaucoup de choses comme dans tous les marchés. On ne va pas citer des noms genre AliExpress par exemple. AliExpress, super concurrent d'Amazon. Mais voilà, c'est-à-dire que dans la mondialisation, forcément, on trouvera toujours plein de choses, mais il y a une possibilité d'accéder à un label écossaire au niveau européen. Demain, si une labellisation écossaire européenne sur du chanvre est montable, on le fera aussi. On a ici présent des syndicats européens avec qui il est possible de discuter, je pense. Ah, je vais pouvoir un peu plus répondre sur ça. Non, normalement, en fait, on s'est concentré sur quelque chose de global. Même en fait, l'idée de ce label, c'est un premier label qu'on est en train de travailler tous ensemble, mais le but sera de le proposer d'une manière européenne. Déjà, en fait, tous les produits, je vais vous donner un exemple qui est très simple. Est-ce que si on doit labelliser des produits d'extraction, est-ce qu'on va devoir mettre que les produits français? Non, très simple. En fait, des laboratoires d'extraction en France, il n'y en a pas 36, il n'y en a que 3 pour le moment qui a eu des autorisations. Donc si on labellise que 3 sociétés, ça va être un petit peu compliqué. Non, il va falloir obligatoirement labelliser aussi des sociétés qui viennent de l'étranger, mais il y aura des choses totalement différentes. Comme on parlait en fait à l'interne, de mettre les logos de chaque pays en fait. L'information complète, c'est-à-dire que quand on va déjà sur la première page du premier essai qu'on a fait, il y a une fiche complète du producteur, c'est-à-dire qu'on a l'endroit de production, on a l'endroit où ça a été fabriqué et on a les analyses complètes derrière et au moins on sait d'où ça vient, où est-ce que ça a été fabriqué et arrêtons sur la pertinence des produits d'extraction made in France où tout le monde est en train de marquer on est tous producteurs français sauf qu'il n'y en a quasiment pas. Donc, le but, justement, c'est essayer de comprendre qu'on est sur une filière où il y a eu beaucoup de, entre guillemets, mensonges. Et le but, c'est justement de remettre à point et de mettre en valeur des personnes qui essaient de travailler d'une manière propre. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Et clairement, et simplement aussi, ce qui est important aussi, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, il y a eu énormément d'abus. Et ça, c'est presque une problématique en fait de santé publique, de manière très claire. Quand vous voyez aujourd'hui des fleurs en fait qui ont été rabaissées, des fleurs avec du PGR, des fleurs qui sont blindées de pesticides, l'idée c'est aussi de pouvoir remercier et de pouvoir, si vous voulez, mettre les bonnes pratiques au devant de la scène. Parce que clairement, le client, nous si on est tous là, c'est souvent par vocation, c'est des missions de vie, parce qu'on sait ce que la plante peut apporter. Et ça, c'est vraiment la base aussi de notre union. C'est de se dire que c'est quelque chose qui va être bénéfique pour tout le monde. Le client final, il a besoin de savoir ce qu'il consomme. Et l'idée, c'est que vraiment, il y ait cette traçabilité complexe. C'est pour ça qu'avec le SPC, le fait de pouvoir utiliser la blockchain et de rendre tout ça transparent, le client final, en définitive, il sait ce qu'il achète. S'il achète de la merde, il sait qu'il achètera de la merde. S'il achète un produit de qualité, il sait qu'il achètera un produit de qualité. Tout sera en fait infalsifiable. On met tout ça sur un système qui est complètement transparent. Comme tu le disais, ça permettra de pouvoir vérifier en fait en 2 clics d'où ça vient, comment ça a été fait, est-ce qu'il y a eu des bonnes pratiques. Parce qu'aujourd'hui, il y a bien entendu l'excellence à la française, de manière très claire, mais il y a d'autres pays qui travaillent aussi très bien. Comme on le disait, il y en a certains qui sont en avance. Donc il faut aussi pouvoir prendre les bonnes pratiques de tous ces autres endroits. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir faire avancer la filière. Il y a des enjeux qui sont stratégiques par rapport au chanvre aujourd'hui.
Il y a plein d'enjeux, que ce soit dans le bâtiment, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau thérapeutique. On n'a plus le temps d'attendre 20 ans. On a des gens qui souffrent. Il y a également au niveau thérapeutique, il y a des gens qui sont malades. Donc c'est sortir de cette zone grise, clairement, apporter beaucoup plus de transparence. Là, on a tous les outils autour de la table pour répondre de manière réglementaire en fait, à l'État, de pouvoir lever toutes les objections qu'il puisse avoir, en fait, que ce soit des non-sujets et qu'on puisse vraiment avancer dans l'intérêt commun. Donc, en résumé, si vous me permettez de tenter une synthèse, en tout cas, de ce qui a été dit, c'est que il ne faut pas considérer en aucune façon ce projet de label, comme une espèce de moyen détourné de vouloir capter et fermer notre marché à un seul type d'acteurs et aux seuls acteurs français, justement, par rapport à la question qui avait été posée. Non, le but n'est pas de créer des contraintes, le but n'est pas de créer un cahier des charges qui soit punitif, le but n'est pas de faire la politique du bâton, si je puis dire. Le but est au contraire d'être dans un rôle avant tout positif, de mise en avant des comportements et des pratiques vertueuses, dirons-nous, pour la filière. Ce n'est pas quelque chose qui permet de créer des malus, qui permet de créer des limites et des contraintes. C'est quelque chose qui va permettre de valoriser cette qualité et ces comportements. Est-ce que la synthèse te semble correcte? Je la trouve très correcte. Il y a un truc que je pense aussi qui est important, c'est qu'on a absolument besoin que cette filière soit valorisée par rapport à l'État. L'État nous regarde de haut. Et s'il nous regarde de haut, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'il est en train d'analyser ce qu'on est en train de faire. Il y a un exemple qui est hyper important et que j'ai fait sur une conférence de l'UPCBD au mois d'avril. C'était sur la Suisse a été quelque chose il y a quelque chose de dramatique qui s'est passé au mois d'avril en Suisse. Il y a eu le ministère de la Santé suisse et les associations des pharmaciens suisses qui ont pris pendant 1 an tous les produits suisses et qui les ont fait analyser donc, en laboratoire dans le milieu pharmaceutique qui ont annoncé au mois de mai dernier qu'il y avait plus de 85% des produits suisses qui étaient propres à la consommation humaine. C'est qu'il y a un problème quand même quelque part. Le but est de pouvoir, si on attend que l'État fasse la même chose, d'une certaine manière, on va nous arrêter et il va falloir qu'on reparte une main devant, une main derrière. Si on essaie justement de travailler en prouvant qu'on est tous ensemble et professionnels, et donc on se tienne la main plutôt que justement d'essayer je vais jeter l'un, je vais le jeter l'autre. Non, le but c'est justement le sens inverse, c'est de regrouper les gens et de se dire si on travaille tous ensemble, on peut travailler encore plus propre et plus intelligemment et on va pouvoir prouver à l'État en fait qu'on a raison et pas qu'on ne se fasse pas arrêter une filière, ça serait vraiment dommage. Sachant que vis-à-vis de l'État, on n'est pas dans un débat sur la qualité de la fleur, on a un débat sur la légalité de la fleur. On est quand même suspendu à une décision du Conseil d'État qu'on attend pour la légaliser définitivement. Donc, mais sachant qu'entre-temps, il y a toutes ces pratiques qui se développent, on est vraiment de cette initiative privée là pour pallier à cette carence-là qui est vraiment énorme. Ça répond exactement à ça. C'est comme tu l'annonces. Si tout d'un coup l'État est déjà en train d'analyser autre chose, mais en même temps qui prouve qu'on n'a pas une filière qui essaye de se professionnaliser. Ah oui, la réponse qui était intéressante, en fait, faut savoir que les associations suisses ont voulu attaquer derrière le ministère de la Santé pour leur dire mais attendez, vous avez fait comment vous analysez et que toutes ces choses-là. Mais l'État suisse a répondu, le ministère de la Santé a répondu très simplement, et une chose qui est vraiment, que je trouve bien et intelligente, c'est vous aviez 7 ans pour vous professionnaliser. Qu'avez-vous attendu? Il faut exactement qu'on fasse cette chose-là avant qu'on nous fasse la même chose. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bonjour, je mets les pieds dans le plat. Est-ce que la mise en place de ce label signifie à terme la disparition des produits fabriqués à partir d'isola? Alors, on va recommencer. Mettre en place un label, ce n'est pas interdire. Mettre en place un label, c'est valoriser. Interdire quelque chose, c'est normaliser. Normaliser une chaîne agroalimentaire, on normalise une chaîne. C'est-à-dire on va mettre des pratiques interdites. Ça ne doit pas se faire. Après, quand on
labellise, on labellise une partie d'une chaîne. Un exemple, le label bio. Quand un producteur fait pousser en bio, le distributeur ou le transformateur, s'il n'a pas la labellisation bio, ça ne l'est plus. D'accord? Donc un produit, il n'est pas bio parce qu'il a poussé en bio. D'accord? Ce que vous demandez, ce dont vous parlez, c'est d'une normalisation. Une réglementation de base sur le CBD, sur le cannabis, à prédominance cannabinoïde, ce qu'on veut, sur la normalisation des pratiques interdites. Voilà, comme dans les normes agroalimentaires, les pesticides, voilà. Ça, c'est un autre débat. Je discutais avec quelqu'un au stand, on ne peut pas s'imaginer que la filière va ressembler chacun à ce qu'on voudrait qu'elle ressemble. D'accord? Elle va ressembler à un ensemble de ce que tout le monde aimerait à ce qu'elle ressemble, simplement. Donc, il y aura peut-être des isolats, il n'y en aura peut-être pas. Il y a des gens qui font des très bons isolats, il y a des gens qui en font des très mauvais. Là, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, comme on discutait tout à l'heure. Des gens qui travaillent très bien, des gens qui travaillent moins bien. Je pense qu'il faut regarder comment les gens travaillent avant de dire ça, c'est nul. Voilà. C'était un point qu'on a vu et qu'on a tourné dans tous les sens avec tous les quatre, justement. On l'a fait pendant à peu près 4 mois et on n'a fait que tourner dans ce sens-là. Mais non, ça ne veut pas dire que le label ne sera pas lié que sur l'isolat ou quoi que ce soit, mais il y aura peut-être quelque chose qui sera fait spécialement pour ça. Donc, on ne va pas mélanger une plante et un isolat qui est une chose différente. Il va falloir vraiment les isoler. Donc, c'est exactement ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions, justement? Merci. Il y a différents types de production de cultures. Est-ce que vous allez vous intéresser à ces aspects-là? Puisqu'il y a l'aéroponie, par exemple, l'hydroponie, qui ont des approches différentes en termes de qualité. Est-ce que ça va être pris en compte dans votre label? Alors, sur ces questions, on va dire de mode de culture, l'AFPC particulièrement s'intéresse déjà à ces questions au-delà de la simple question de ce label que nous présentons aujourd'hui. Encore une fois, si quelqu'un travaille, que ce soit en aquaponie ou autre, sur un mode de culture particulier et qu'il arrive à donner des produits de qualité, on ne voit pas de raison, encore une fois, de descendre ou de promouvoir un mode en particulier. Promouvoir un mode de culture en particulier pour toute une filière de production, ça existe, mais on va dire que nous-mêmes, nous laissons ça aux autres. Le but n'est pas de vous dire, alors attendez, vous voulez faire du chanvre actif, alors très bien. Vous allez prendre tel nombre de plants au mètre carré, tel nombre d'hectares, sinon vous sautez. Non. Il y a effectivement, on voit en plus actuellement qu'avec la majorité des agriculteurs qui sont engagés actuellement en France sur la culture du chanvre à distillation CBD, ce sont des agriculteurs qui font ça à des fins de diversification. Donc on n'est pas, par exemple, beaucoup moins là, sur des modèles de grande culture, ce qu'on pourrait appeler de grande culture. Et donc, effectivement, on est, par le simple fait qu'on est sur des profils de diversification, sur des modes de production qui vont parfois même radicalement changer d'un producteur à l'autre, pourtant sur une même région. Et même en fonction des régions, vous n'allez pas avoir les mêmes modes de culture qui vont être privilégiés, tout simplement parce que vous n'avez pas, un exemple très bel, vous n'avez pas le même taux d'ensoleillement en pleine région PACA qu'au fin fond des Hauts-de-France. Ça paraît idiot ce que je dis, mais c'est des réalités d'ordre de production. Encore une fois, ce label n'a pas pour ambition de réduire et d'interdire quoi que ce soit. Oui, sachant que s'il veut des normes absurdes en matière de production, il faut regarder l'arrêté. Hein. Non, mais on avait dit quand même qu'on arrêtait de tirer sur l'ambulance. L'idée vraiment, c'est que le client final, c'est de protéger en fait le consommateur final. Qui vapote à la limite de l'isolate, il doit savoir ce qu'il vapote exactement. C'est pareil, s'il vapote quelque chose d'un peu plus sympa, il faut qu'il le sache. Les modes de culture, c'est pareil. Chacun en fait a des savoirs qui sont qu'aujourd'hui on ne connaît pas tous ces savoirs, mais il faut qu'on sache aussi s'ils sont dans les bonnes pratiques. Et finalement, le client final ou le patient final, c'est ce qu'il a besoin de savoir, c'est ce qu'il achète. Et c'est ça qui est important en fait. Et comment ça a été cultivé. Et comme vous le disiez, est-ce qu'il y a des métaux lourds à l'intérieur, est-ce qu'il y a des pesticides, voilà, toutes ces choses-là, on y revient. Mais pour la santé, c'est plus là-dessus qu'il faut vraiment partir, c'est voir s'il y a des bonnes pratiques et la transparence. Une forme de normalisation, c'est ça, exactement. Et après, réglementairement parlant, c'est pas nous qui allons prendre les lois. Hein. C'est simplement nous, on s'adaptera ensuite.
Tout à fait, mais ce travail que nous effectuons dans le cadre particulièrement dans le cadre de ce label, et ce travail est effectué, on va dire, en amont de l'élaboration de la réglementation, puisque actuellement, certes, on a des éléments de l'arrêté du 30 décembre, mais comme on l'a dit d'ailleurs dans d'autres conférences, non content d'avoir certaines dispositions qui sont problématiques pour la filière, il y a de grands blancs qui sont laissés, par exemple pour le secteur d'extraction, par la réglementation actuelle et qui empêchent certains acteurs de pouvoir tout simplement travailler dans des meilleures conditions. Donc ce travail également au sein de label afin de mettre en avant certaines pratiques de production ou de distribution, d'extraction, etc. Eh bien, ça permet aussi de donner des pistes, je dirais, de montrer des exemples aux législateurs qui, eux, vont pouvoir, alors on l'espère en tout cas, pouvoir prendre une forme de... prendre exemple, eux-mêmes, prendre conscience des réalités du terrain et pour pouvoir, in fine, la retranscrire d'une certaine façon, en tout cas adapter l'élaboration de leur législation pour coller à ces pratiques vertueuses que nous défendons. Je crois qu'on va prendre une dernière question parce qu'après on est short au niveau timing, non? On est bon au niveau timing? Super. Une question sur les cannabinoïdes synthétiques. Donc premièrement, les grands laboratoires mondiaux et le professeur Meshouam qui parle beaucoup des cannabinoïdes synthétiques pour le futur des cannabinoïdes simplement, et aussi les cannabinoïdes synthétiques comme le HHC et Delta 8. Donc quelle sera la prise de décision de la labellisation là-dessus, quoi? Alors je vais faire une réponse rapide puisque je pense qu'on en a déjà parlé. Aujourd'hui, on est on fabrique de la viande par imprimante 3D. Est-ce que demain ce sera la norme? Est-ce que ça ne le sera pas? On ne peut pas donner le futur, je pense que ce sera compliqué. En soi, pareil, dire que le HHC n'est simplement que synthétique, il faut pousser un petit peu plus la réflexion quand même. Hein. C'est-à-dire, il n'y a pas que du HHC synthétique, il y a d'autres solutions. Faut regarder, enfin, je ne vais pas défendre ça parce que ce n'est pas mon rôle. Les cannabinoïdes sont importants, tous les cannabinoïdes. D'accord? Il y a des façons de les faire qui ne sont pas synthétiques, qui sont des façons de raffinage. Donc, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus écouter simplement ce qu'on dit, il faut regarder un peu plus loin. Demain, la normalisation, déjà, il faudra qu'elle prenne ça en compte. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose dont on discute régulièrement, mais nous, on n'est pas là pour imposer une normalisation. Par contre, on peut donner des informations pour les instances dirigeantes qui puissent en imposer une. En soi, demain, exclure certains cannabinoïdes, ça pourrait aussi exclure certains cannabinoïdes si on les voulait tous dans la fleur au final. Voilà, donc ça peut être aussi un problème. En soi, ces problèmes moléculaires de D8, D10, THCO, HHC, c'est des problèmes qui sont en train d'arriver sur le marché dont on doit prendre connaissance. On doit aussi, nous, s'intéresser aux soucis, c'est-à-dire aux soucis qui n'en est pas vraiment un pour l'instant d'ailleurs, mais à regarder vraiment dans les textes, dans les façons de faire, comment ils fabriquent les choses, pour voir exactement ce que ça donne et pouvoir donner une vraie réponse. Petit rappel concernant le HHC de la conférence d'hier, c'est psychoactif et pour l'instant ce n'est toujours pas légal. Voilà. Et aussi, une petite réflexion, c'est que l'isola, c'est de l'isola, il n'y a pas de bon isola ou de mauvais d'après moi en tout cas. Et aussi, Pfizer est derrière la production du HHC, donc c'est des informations qui sont bonnes à savoir tout de même. Et on est sur un produit qui est stupéfiant et ça n'a rien à voir avec le CBD, donc je pense qu'il faudrait tirer un trait à ce niveau-là. Oui, et puis après, il y a des principes de précaution, voilà, de manière très claire. Parce qu'au vu de certains nombres d'études, on va prendre le cannabis, sauf erreur de ma part, et puis je vous prends tous comme témoin, je ne suis pas sûr qu'il y ait eu un seul mort avec le cannabis, de manière assez large quand même. Mais le HHC aujourd'hui, voilà, c'est plus difficile, on a beaucoup moins de retours, et ça a été mis en place après la guerre du Vietnam, il y a eu des grosses études qui ont été faites là-dessus, et le problème aussi, c'est qu'il y a certaines personnes en fait avec le HHC qui n'ont plus peur de rien, donc ils peuvent se jeter dans le vide. Donc c'est sans avoir peur, c'est quid de la responsabilité ensuite de chacun, voilà tout simplement. Et il y a des choses aujourd'hui où on est d'accord, il faut rester dans des bonnes pratiques, et justement, parce que c'est quoi le HHC? C'est parce qu'ils ne peuvent pas vendre de THC concrètement, on va mettre les pieds dans le plat, et le THC, il y a des valeurs qui sont importantes. Ça fait réduire en fait les tumeurs, c'est ce qu'ils ont prouvé notamment à Barcelone. Donc c'est comment on met tout ça en place, comment on fait avancer la recherche. Avec le SPC, c'est pour ça qu'on a mis des solutions sur blockchain, concrètement, pour faire aussi avancer la recherche et pour que ça aille beaucoup plus vite. Parce qu'une fois que c'est inscrit dans le marbre,
Là, après, on peut commencer à juger ou pas. Voilà, c'est ça. J'espère que j'ai répondu à mon top. Je pense que tout le monde l'a compris. Le but est de crédibiliser une filière. Et tous ensemble, on s'est réunis justement pour ça. Et le but, ça va être justement de pouvoir le prouver de manière professionnelle et qu'on travaille ensemble, unis pour une amélioration. En tout cas, c'est le travail qu'on fait tous ensemble. Oui, et puis c'est l'une des, excuse-moi de te couper, c'est l'une des premières. Là, vous vous rendez compte, en fait, c'est tous les syndicats majeurs qui sont en train de se réunir. C'est-à-dire que ce n'est pas que des causes individuelles, c'est les causes de tout le monde. On sait très bien ce que ça peut faire, on sait à la vitesse où on doit aller. Là, on est face à une hyperinflation qui est galopante. Comment on fait pour trouver des solutions? On a des problèmes énergétiques. Comment on fait pour trouver des solutions? On a des problèmes de dépollution du sol. Comment on fait pour trouver des solutions? On a des problèmes sur l'alimentation. Comment on fait pour trouver des solutions? Là, on le sait tous autour de la table, c'est qu'on a toutes ces solutions concrètement qui peuvent répondre à des vrais besoins et des vrais enjeux. Quid aussi des pathologies? Il y a plus de 20 pathologies qu'on peut soulager aujourd'hui avec du cannabis. Comment on fait pour rattraper le temps perdu par rapport aux États-Unis et par rapport au Canada? Eh bien, on est obligé de mettre des vraies solutions en place. Voilà. En tout cas, je vous invite à suivre en fait le label, mais en même temps aussi à propager l'information. Parce que c'est comme ça qu'on fait avancer les choses, c'est en donnant, en ayant une information soi-même, en étant éduqué et en éduquant les autres. Je tenais à vous remercier tous d'être là. Une dernière question. On est encore bon niveau timing? Ok, super. Ma question est très simple. Quel est le nom du label? C'est Mathieu qui l'a créé, donc. Chanvre Label et Qualité. Je m'en rappelle plus du nom là, je suis fatigué, je suis à plusieurs conférences. Vous me demandez de répondre à chaque fois, allez-y, il y a plein de gens. Tu vois? En fait, déjà, la base du label est déjà... On a dit qu'il y en aurait 6 des labels, donc une normalisation en soi, on pourrait donner un nom, mais donner le nom de 6 labels qui vont donner sur 6 trucs différents. Pour l'instant, on n'a pas le nom des 6 labels. Merci pour tous, on vous souhaite une bonne journée. Merci infiniment, merci beaucoup. Et n'hésitez pas à vous... Bonne journée à vous, bonne fin de salon. Merci. Bravo.